Très heureux de savoir que vous avez tous traversé avec nous ainsi très belle année à tous les téléspectateurs du magazine Excellence. Ce premier numéro de l'an 2024, nous recevons pour vous Patrick Onoya, cadre de l'UDPS, président de l'ASBL Action Fachi 2023. Bonne année. Merci mon frère Jean-Paul. Action Fachi 2023, c'est fini avec l'élection de Félix Tshisekedi? Non, pas ça continue. Nous continuons avec le souvenir de la victoire écrasante de Félix Tshisekedi en décembre 2023. Alors, Patrick Onoya, tout un mystère, on ne sait pas les comprendre. C'est un analyste, un lobbyiste, stratège en investissement, tout ça. Est-ce que la présentation qui a été faite en amont est suffisante? Absolument, mais ce que j'aime le plus, c'est que je suis un enseignant et un chercheur. Ça, je pense qu'au-delà de toute casquette, je resterai un homme de la recherche. Alors, beaucoup ont contribué à l'élection de Félix Tshisekedi. Je rappelle que Félix Tshisekedi a été proclamé réélu avec 73,34%. Mais il y a eu une touche particulière de l'Action Fachi 2023. Je parle de vous, Patrick Onoya. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant de le voir pour un deuxième mandat chef de l'État en RDC? Je dirais, c'est avant tout le sentiment du devoir accompli. Lorsque nous avons publié notre recueil de 75 actions clés du chef de l'État, nous avons tenu à apporter effectivement notre touche à la réélection du chef de l'État en démontrant ce qu'il a fait. Et nous avons fait un travail de... À travers les 75 actions clés du chef de l'État. Exactement, à travers les 75 actions clés du chef de l'État, mais aussi à travers la mobilisation de cette classe de la population qui est la nôtre, celle des étudiants. Si vous avez été partout, hein, dans beaucoup d'universités. Exactement, c'est notre milieu. Avec le projet 1 hectare pour un étudiant. Et nous sommes contents que le chef de l'État a abordé son deuxième mandat dans le même sens que nous, c'est-à-dire de faire de l'agriculture, sinon de l'agro-industrie, son cheval de bataille, le cheval de bataille de la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo. Et nous sommes contents d'avoir été des précurseurs, n'est-ce pas, de cette démarche. Est-ce qu'en le faisant, sans être financé par le gouvernement congolais, ni par une structure de la présidence, est-ce que vous vous attendiez à une récompense, un poste ministériel par exemple? Bon, je pense que en tant que Congolais, si on me le propose, je ne refuserai pas, autant que le chef de l'État m'a déjà proposé, n'est-ce pas, d'être administrateur à la Congolaise des voies maritimes. J'ai oublié de vous présenter aussi sous cette casquette-là. Naturellement, oui, je n'ai pas refusé parce que c'est servir le pays. Oui. Mais comme je l'ai dit, nous avons commencé ce projet 1 hectare pour un étudiant sans attendre un financement de la présidence. Ici, au mois de janvier, nous lançons les activités. D'ici la fin du mois de janvier, nous avons lancé la maison de l'étudiant agricole. Ça signifie que c'est un cadre, n'est-ce pas, d'épanouissement des étudiants. Parce que, rappelez-vous, je vais vous informer que nous avons déjà plus de 1000 étudiants, n'est-ce pas, qui ont souscrit au projet 1 hectare pour un étudiant ici dans la ville de Kinshasa. Toutes les universités confondues. Hein. Toutes les universités confondues, n'est-ce pas? Et cela nous réjouit. Je rappelle que vous avez été à l'UNIKIN, vous avez été à l'UPEN. Oui. Vous avez été récemment à Révérend Kim. Oui. Nous avons été aussi à l'UNIKIN. Oui. Et très bientôt, nous serons à l'USEKIN et nous serons aussi à l'UPC. Donc, nous continuons notre périple. Et déjà, 1000 souscriptions, cela démontre l'intérêt que les étudiants ont. Et pour cela, c'est pourquoi nous lançons très prochainement la maison de l'étudiant agricole, qui est ce cadre-là où les étudiants vont recevoir une formation minimale sur l'agriculture, n'est-ce pas, et la production agricole, afin de pouvoir les orienter très prochainement vers des projets agricoles sérieux. Alors, parlons récompense. Lorsqu'un groupe de communicateurs de l'UDPS réclame auprès du chef de l'État, pour vous, Patrick Onoya, soit un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Industrie ou un ministère que vous aviez proposé autrefois? De l'investissement. J'ai vu, naturellement, cela a été une surprise aussi pour moi de voir ce groupe de communicateurs
le réclamer. Mais je pense... Ça vous fait quoi? Ben, moi, je pense que, avant tout, ça veut dire qu'on ne prêche pas dans le désert. C'est que ces personnes pensent que nous pouvons servir le pays à ce niveau-là. Et nous pensons que si le chef de l'État veut bien, cela nous permettra de pouvoir appliquer le programme que nous avons. Mais je tiens à souligner que même si on n'est pas nommé dans ce gouvernement, le projet 1 hectare pour un étudiant, n'est-ce pas, va réellement s'exécuter. Nous travaillons déjà, nous sommes très avancés sur des financements internationaux, n'est-ce pas, qui vont appuyer parce que nous n'allons pas faire seulement la dimension agriculture, mais nous allons faire aussi l'industrie. C'est-à-dire qu'avec les 100 000 hectares qui nous ont été octroyés à Songololo, nous allons développer, au moins avec les étudiants de la ville de Kinshasa et du Congo central, 10 000 hectares. Et ces 10 000 hectares de manioc, nous allons faire, dans le volet agro-industriel, nous allons faire la farine de manioc pour le foufou et la farine de manioc panifiable pour le pain. Donc, nous allons évoluer à ce niveau-là. Mais nous ne comptons pas nous limiter là. Nous comptons développer à terme, n'est-ce pas, un projet agro-industriel dans les 26 provinces, partout où il existe une université ou un institut supérieur en République démocratique du Congo. Mais pour revenir vers votre observation, nous disons, ce que nous comptons déjà faire... On le veut ministre de l'Agriculture? Ben, je ne dirais pas non. Je dirais que ce serait un cadre, n'est-ce pas, pour appliquer ce que nous faisons déjà. Et que nous allons appliquer, même si on ne nous nomme pas. Alors, on va y revenir. Patrick Onoya, parlons un peu politique, puisque Félix Tshisekedi, c'est ça qui fait l'actualité, est réélu président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous répondez à ces principaux opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayulu? Katumbi qui dit qu'on a volé le destin d'un peuple, Fayulu qui ne veut pas, lui, accepter ces résultats, simplement. Vous savez, on se pose une question. Il y a aussi Mukwege qui demande la réorganisation des élections. Les chrétiens se poseraient une question. Est-ce que le diable peut se convertir? C'est-à-dire? Même Dieu sait que le diable ne se convertira pas. Oh. Cela veut simplement dire qu'un mauvais perdant ne peut pas accepter, n'est-ce pas, la réelle vérité des urnes. Lorsque l'on voit l'écart et l'innovation de Kadima, qui est la publication bureau de vote par bureau de vote, nous aurions bien voulu entendre M. Moïse Katumbi ou M. Martin Fayulu que de dire, par exemple, à Butembo, c'est faux, n'est-ce pas? C'est moi qui ai gagné. Je prends... Vous voulez qu'il apporte de preuves? Qu'il apporte de preuves, ne fût-ce que de se manifester, ouais. N'est-ce pas? Bureau de vote après bureau de vote, cela a été fait pour donner le temps à tous ceux qui pensent que c'est une farce de pouvoir se manifester. Moïse Katumbi a battu un record impressionnant dans le Grand Katanga, ouais. Et personne, n'est-ce pas, personne n'a contesté. Ouais. Et Martin Fayulu a battu le record dans son terroir, je crois que Gungu, si j'ai bonne mémoire, c'est là où il a eu aussi. Tchangou, ça a été, il a nuancé, n'est-ce pas? Mais aussi, il ne faut pas oublier que le vote de cette année a été un vote de patriotisme. Un vote de patriotisme. Absolument. Un vote de patriotisme parce que au cours de cette campagne, il y avait la guerre avec l'Est. Le fait de savoir que le futur président doit en finir avec la guerre avec le Rwanda. Ça doit être un président suffisamment déterminé à pouvoir en finir. Et malheureusement, Moïse Katumbi, depuis que la guerre a commencé, n'a pas pu citer ne fût-ce que le nom de Kagame. Et pendant la campagne électorale, il n'a pas pu le faire. Mais plutôt, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, est monté au créneau, a montré la détermination. Mais il avait quand même dit qu'il n'était pas l'âge pour se plaindre et qu'il serait à mesure de répondre à toute provocation. Hein. Au minimum, le Congolais lambda a eu besoin de citer, n'est-ce pas, Moïse Katumbi,
l'ennemi que tout le monde connaît. Et ça, le candidat Moïse Katumbi n'a pas été à même, n'est-ce pas, de le citer, pendant qu'il y a autant de preuves. Vous vous rappellerez que le ministre des Affaires étrangères a réuni les diplomates pour leur montrer les preuves, n'est-ce pas, des incursions rwandaises. Et au-delà de cela, avec tous ces éléments, et vous vous rappellerez que les massacres de Kishiché ont été suffisamment documentés par le gouvernement et remis aux Nations Unies. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de preuves. On a aussi, par exemple, la Grande-Bretagne qui clairement a remis en cause les financements qu'il octroyait au Rwanda. Pourquoi? Oui. À cause de l'implication du Rwanda dans la guerre en République démocratique du Congo. Cela veut dire que, avec toutes ces preuves de l'implication du Rwanda et en particulier de Kagame, le peuple congolais attend à voir un chef suffisamment déterminé pour en finir. Et Félix Tshisekedi l'a démontré à plusieurs titres. Eh bien, le vote patriotique a eu raison de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vous allez dire Étienne Tshisekedi, mais comprenez. Je comprends que c'est votre famille, la famille politique de Patrick Onoya qui est l'UDPS. Je rappelle qu'il est ici en tant qu'analyste politique, membre de l'UDPS, cadre de l'UDPS, mais il est aussi patron de son ASBEL qui est Action Fachi 2023 qui continue, vous l'avez dit. Tout à fait. Alors, Patrick Onoya, quelle analyse vous faites de ces gestes de partenaires internationaux? Il y a par exemple les États-Unis qui ont pris note de l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Il y a la personnalité politique française, Marine Le Pen, qui a salué la victoire écrasante de Félix Tshisekedi et à eux s'ajoutent aussi quelques présidents africains. Nous citons Denis Sassou Nguesso qui l'a fait hier, et il y a aussi le président du Kenya et bien d'autres présidents. Burundi, voilà, Pierre Nkurunziza, qui était d'ailleurs le premier à le faire. Exactement. Oui. Moi, j'attends les félicitations de Paul Kagame jusqu'à présent. De Paul Kagame? Oui, parce qu'il est très bien informé de la politique congolaise. Il devrait aussi présenter ses félicitations à Félix Tshisekedi. Mais nous atteignons un stade... Ceci s'est fait avant que la Cour constitutionnelle ne puisse rendre public ici, nous avons les résultats définitifs de la présidentielle. Nous avons affaire à une victoire écrasante. 70% et plus. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des irrégularités. La meilleure, c'est que ces irrégularités ont eu lieu dans des coins reculés. On parle de Massimanimba, on parle de petits coins. Mais on ne cite pas les grands centres, n'est-ce pas? Et je félicite M. Kadima, qui a dit que tout celui qui a utilisé une machine à voter à la maison, s'il y a les preuves, il sera sanctionné. Nous attendons, vous êtes sûr? Nous attendons les sanctions. La population attend la sanction de tous ces dignitaires parce que des noms ont été cités, n'est-ce pas? Et il est important que les sanctions suivent afin de légitimer, afin de crédibiliser davantage la victoire, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. Parce que ce n'est pas s'il y a eu fraude dans un petit village, que ce soit Miabi, que ce soit Massimanimba ou Kambov, n'est-ce pas, qui est minoritaire, n'est-ce pas? S'il y avait ce genre de pratique à Kinshasa, par exemple, à Lubumbashi, à Goma, eh bien, on pourrait se dire que cela pouvait influencer le vote, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait minoritaire et ces dignitaires-là, je suis désolé, devront être sanctionnés parce que nous avons besoin d'un mandat légitime, d'un mandat crédible de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors parlons de cette déclaration, et ici c'est un politicien scientifique qui parle. Je préfère qu'on analyse ensemble avec vous, prof, ici sur le plateau. Au second mandat de Fachi 20, la science sera au service du pouvoir. Fin des citations. Comment vous interprétez ça? Merci beaucoup. Il s'agit de vous. Merci beaucoup. Je me disais, voilà, j'ai comme l'impression d'entendre parler, m'entendre parler. Ouais. Allez, on va y aller mollo. Allez-y. Il est important. Mon feu père disait,
il y a un bonheur d'être dernier. Il y a un bonheur d'être dernier. Il disait pourquoi il le disait? Pourquoi? Il dit parce que le dernier a l'avantage de voir les erreurs de ceux qui l'ont précédé, de ceux qui ont été les premiers. Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises, n'est-ce pas? Afin que lui, le moment où lui il arrive premier, eh bien, il a une carte clairement dessinée de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. La République démocratique du Congo est parmi les derniers, mais qui se complaisent à avoir un DIRCAB professeur d'université, un conseiller professeur d'université, pour se dire que j'ai des scientifiques avec moi. Or, ce que l'on oublie, c'est que lorsqu'un scientifique entre dans un cabinet ministériel, il perd du coup son indépendance d'esprit. Et aussi, il y a des matières qui nécessitent que ce soit un collège de scientifiques qui puisse analyser, et non un seul individu. Or, les grandes puissances, on constate que les politiques font un mariage parfait avec les scientifiques. Par exemple, lorsque le chef de l'État dit qu'il veut avoir un deuxième projet prioritaire qui s'appelle le développement de chaînes de valeur agricoles, ce qui se fait ailleurs, comme en Occident, c'est-à-dire que ce sont des thématiques qui vont être réunies aux chercheurs du secteur afin de leur pondre les meilleures façons pour appliquer cela. En science, pour en arriver à des bonnes politiques publiques, permettez-moi la petite théorie. Allez-y. La première des choses, partant de l'identification du problème, il faut la conceptualisation de ce problème. Il faut le conceptualiser, le formaliser. Une fois qu'on a conceptualisé le problème, il faut le modéliser. Il faut trouver ce modèle de représentation de la solution. Et c'est partant de ce modèle, la modélisation, que provient la politique publique. En ce moment-là, on est sûr que le processus scientifique, la méthodologie a été respectée pour que les politiques publiques qui sont appliquées sont immuables. Ça signifie qu'ils ont suivi le processus qui convient. Et dans les cabinets ministériels, que ce soit la présidence de la République, ça ne suit pas ce processus. Je prends un exemple. Nous avons eu ici, de toute façon, Fachi a déjà gagné, donc on peut parler de ce qui n'a pas marché. Ouais. On prend le cas de blocs pétroliers. Nous vantons très rapidement, là, les blocs pétroliers, on va vendre 27 blocs pétroliers, ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un laboratoire. Un petit laboratoire d'un cabinet qui le fait. Et qui sort une matière... Ça n'a pas existé. Hein. Qui sort une matière qui subit une contestation. Vous comprenez? Mais en réalité, lorsqu'on analyse dans le fond, on se rend compte que on aurait pu approfondir encore davantage le dossier. Vous comprenez? Mais si le chef de l'État, comme actuellement, dans le domaine des hydrocarbures, amène la matière aux scientifiques, réfléchissez, dites-moi quelle est la meilleure façon. On va lui faire ressortir des options. Option A, option B, option C. Axe stratégique A. On analyse... En parlant des scientifiques, d'une manière pratique, des conseillers? Non, je parle réellement des universités. Oui. C'est-à-dire que le chef de l'État doit avoir un avis indépendant. Okay. Je dis bien que tout professeur d'université, tout chercheur... Des éléments qui ne peuvent pas se retrouver, oui. Tout chercheur qui se retrouve dans un cabinet ministériel ou présidentiel devient un féodé. Oui. Pourquoi? C'est une évidence. Parce que vouloir ou pas, on ne va pas chercher à frustrer outre mesure l'autorité. Ouais. On va voir ce que l'autorité veut, on va se débrouiller pour calquer une solution par rapport à cela. Mais si on laisse les universités lui donner les solutions, ils vont lui présenter des solutions indépendantes, à lui de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais au moins, on le lui aura dit. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque vous prenez une voie contraire à ce qui a été recommandé, le jour où vous vous cassez les dents, vous vous rappelez très vite de la bonne direction à prendre.
Et ça, c'est ça qui nous manque. Vous vous rappellerez Margaret Thatcher, par exemple, avec l'école de Chicago. Vous avez qui était le couple Reagan-Margaret Thatcher. Mais lorsqu'on parle de l'école de Chicago, mais nous voyons un ensemble d'économistes, n'est-ce pas, qui ont pondu des théories, naturellement, qui ont marché ou qui n'ont pas marché, mais ce sont des politiques qui sont appuyées sur les scientifiques. Mais chez nous, regardez, c'est à peine Félix Tshisekedi qui a tenté de faire renaître la recherche scientifique. Mais quel est ce pays qui a pu se développer sans une identité scientifique? Ça n'existe pas. Donc du coup, on veut une chose et son contraire. En ce deuxième mandat que moi j'appelle le mandat de l'honneur, il est important que la compétence, il est important, n'est-ce pas, que réellement les valeurs soient au centre. Et pour cela, même dans le casting, n'est-ce pas, du gouvernement, eh bien, il serait important de savoir qui peut être ministre, qui peut être mandataire. Mais je suis d'accord. De toute façon, je suis bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle. Donc, je dois être modeste dans mon discours. Ouais. Mais je dis aussi que lorsqu'on dit société commerciale, une société publique commerciale, ça signifie qu'il y a un côté de compétitivité. Mais si ce n'est que pour une récompense politique, simplement, qu'on nomme un mandataire, alors ces sociétés commerciales ne seront jamais commerciales parce que les mandataires ne le sont pas. Ils ne le sont pas dans leur tête. Donc, nous disons ici au président Félix Tshisekedi, à qui nous disons encore félicitations, eh bien, d'un point de vue méthodologique, lorsque vous observez même l'organisation des ministères au niveau du gouvernement, vous voyez qu'il y a un problème de cohésion. Ça manque. Chaque ministre qui essaye de faire quelque chose à sa manière. Non. Et généralement... Et si vous étiez demandé d'écouter le récent gouvernement qui a fini avec Félix Tshisekedi, quelle cote vous réservez à ce gouvernement? Gouvernement dit des Warriors. Le gouvernement des Warriors, moi je crois que, comme je le dis... sans complaisance. Écoutez, sans complaisance, ça signifie que c'est l'homme de science qui doit parler. Si. Sans complaisance... Si, à mon introduction, je parlais d'un homme scientifique, politique. Sans complaisance, je dirais qu'il y a eu un péché d'abord d'ordre méthodologique et d'ordre de management de ce gouvernement. Et cela va se manifester par le fait que les projets qui ont réussi, ce sont les projets pour lesquels le chef de l'État était derrière. Ouais. Observez. Si. Tout projet pratiquement qui a réussi, c'est le projet pour lequel le chef d'or se réveille, était personnellement impliqué. Et c'est ça qui démontre qu'il y a une faille. Il y a une faille sur le management du gouvernement et j'ai un article que j'ai écrit à ce sujet. C'est-à-dire qu'on doit améliorer le management du gouvernement. Mais le management du gouvernement commence par le bon casting. Parce que faut-il que l'on comprenne être ministre, c'est quoi? N'est-ce pas? Nous avons vu des ministres s'exhiber comme des quidam, comme ça, sans comprendre exactement c'est quoi la fonction de ministre. Donc, nous pensons que... Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi? Au nouveau chef de l'État, je demanderai concrètement deux choses. La première des choses, c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais il est important que la compétence soit au centre, n'est-ce pas, du recrutement, si je le dirais ainsi. On ne vient pas apprendre le travail en étant ministre. On sait ce qu'on a à faire à un ministère avant d'être ministre. C'est ça qui va l'aider, c'est ça qui doit être le critère fondamental. Secondo, je veux demander au chef de l'État de fournir un effort pour avoir ce mariage parfait entre politique et scientifique. Cela est très important. C'est ça qui fait des grandes puissances ceux qui grands. Or, nous sommes les derniers, n'est-ce pas? Et il est important que nous puissions épuiser cette réflexion
à ce niveau-là. Troisièmement, je demanderai au chef de l'État réellement d'appliquer le principe du fouet et de la carotte. Nous voulons voir un chef de l'État qui voulez un Félix Tshisekedi un peu dictateur? Pas dictateur, oui, mais sévère. Parce que il y a des gens qui sont restés en poste même 5 ans et qui nous ont fait perdre 5 ans parce qu'ils n'ont aucun bilan. N'est-ce pas? Nous voulons un président de la République sévère. Réellement, n'est-ce pas, comme on dit, qui applique le contrat de résultat. Vous avez un résultat, c'est bon. Vous n'avez pas de résultat, on vous met dehors. Parce que le second mandat, c'est le mandat de l'honneur. Le dauphin de Félix Tshisekedi sera favori si, nous parlons de 2028, il sera favori si Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, réussit à imprimer, n'est-ce pas, à impulser réellement cette économie diversifiée qu'il promet. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le Kasaï. Il y a réellement eu des tournements. Et tout le monde le sait. Nous voulons beaucoup plus de sanctions, être beaucoup plus sévères, n'est-ce pas, afin que les gens se rendent compte que le pays est dans un gouffre. Et on a besoin d'être tous sérieux pour sortir le pays du gouffre. Patrick Konoya, nous touchons vraiment à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin est d'abord souhaiter une bonne année à tout le monde et en particulier au président de la République réélu, mais aussi à mon secrétaire général, Augustin Kabouya, Mwanabouté. Mais surtout, nous voulons dire que nous sommes pleins d'espoir et que la population soit pleine d'espoir que ce mandat de Félix Tshisekedi a 2 objectifs: la diversification de l'économie et la défense, particulièrement en finir avec la guerre de l'Est. Faisons confiance à Félix Tshisekedi tel que nous l'avons fait à travers les urnes et nous n'allons pas le regretter. Ainsi prend fin ces tout premiers numéros de l'an 2024, le tout premier numéro du magazine Excellence. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Je vois Francis Beya, Gaël, sous la coordination de Gilbert Biladi. Et bonne et heureuse année, encore une fois, à tous les téléspectateurs de ces précieux magazines, cette précieuse émission. Je vous aime. À la prochaine.